Mon mari et son frère m'ont jeté ligoté dans la Seine pour hériter de ma fortune. 2 ans plus tard, je suis revenu pour reprendre tout ce qu'ils m'avaient volé. Dites-moi ce que vous pensez qu'il va se passer. Votre opinion est très importante. Et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail, votre aide est précieuse. L'eau glaciale de la Seine a envahi mes poumons quand j'ai tenté de crier. Mais seul un gargouillis étouffé s'est échappé. Mes mains étaient liées avec de la corde de chanvre, mes pieds aussi, et un sac de jute me recouvrait comme un linceul. J'étais Antoinette Dubois, 67 ans, mariée depuis 40 ans à Aurélien, et en cette nuit de décembre, j'aurais dû mourir noyée dans ces eaux sombres. Mais je ne suis pas morte. Quelques heures plus tôt, j'étais assise à la table de la cuisine de notre maison à Rouen, signant les derniers papiers de l'héritage de mon père. 50 hectares de terre fertile en Normandie, 300 têtes de bétail, une maison de maître en briques que mon grand-père avait construite de ses propres mains. Le tout valait plus de 3 millions d'euros, et maintenant c'était à moi, rien qu'à moi. Aurélien se tenait derrière moi, respirant bruyamment pendant que je signais chaque document. Il avait 68 ans, des cheveux blancs toujours peignés en arrière, des mains calleuses à force de travailler à la ferme, du beau-père. Mais cette nuit-là, ses mains tremblaient différemment. « Voilà, dis-je, rangeant le stylo dans la poche de mon tablier. Maintenant, c'est officiel. » C'est alors qu'il prononça ces mots qui me font encore mal au cœur. « Antoinette, tu n'es qu'un boulet trop vieux pour gérer tout ça. » Je me suis retournée pour le regarder, sentant mon cœur se serrer. Ce n'était pas la première fois qu'il disait des choses pareilles, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans sa voix, quelque chose de froid, de calculé. « Comment ça, Aurélien ? Tu as bien entendu. 40 ans de mariage, et qu'est-ce que j'ai à montrer ? Une ferme qui n'a jamais été la mienne, une maison qui n'a jamais été la mienne, un bétail qui n'a jamais été le mien. Tout a toujours appartenu à ton père, et maintenant ça va t'appartenir à toi. »« Mais nous sommes mariés, » commençai-je à dire, mais il me coupa d'un geste brusque de la main. « Ça ne sert à rien, Antoinette. Tu n'as jamais mis mon nom sur quoi que ce soit. J'ai toujours été juste le mari de la fille du fermier. Et maintenant, à 68 ans, je vais continuer à être le mari de la fermière. » Je sentis mes jambes flancher. Je me suis rassise sur la chaise, les mains tremblant, sur la table en bois où nous avons mangé ensemble pendant des décennies. « Aurélien, la ferme est à nous. Tu le sais. »« Non, Antoinette. Sur le papier, elle est à toi. Et c'est sur le papier que les choses comptent. » C'est alors que j'entendis des pas sur la terrasse. Norbert, le frère d'Aurélien, entra dans la cuisine avec ce sourire narquois que je n'ai jamais aimé. Il avait 65 ans, était plus petit que son frère, mais aussi mauvais. Il a toujours envié la vie que nous avions à la ferme, lui qui habitait dans une petite maison en ville, à grappiller ça et là. « Alors, belle-sœur, déjà devenue une riche fermière ?» Quelque chose n'allait pas, quelque chose de très mauvais. Je connaissais ce ton de voix, cette façon de sourire en montrant ses dents tachées de tabac. C'était la même façon qu'il avait quand il planifiait quelque chose de mauvais. « Norbert, qu'est-ce que tu fais ici, à cette heure-ci ? Je suis venu aider mon frère à résoudre un petit problème. » Aurélien s'approcha de la table, sortant une corde de la poche de son pantalon. Mon sang se glaça. « C'est quoi cette corde, Aurélien ? » »« Une solution, Antoinette. Une solution à nos problèmes. » J'essayais de me lever, mais Norbert était déjà derrière moi, me tenant fermement par les épaules. Ses mains sentaient l'eau-de-vie et la cigarette bon marché. « Lâche-moi, Norbert. Qu'est-ce que vous faites ?»« Ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps, » répondit Aurélien, commençant à attacher mes mains. « Tu vas avoir un accident, Antoinette. Tu vas glisser au bord de la rivière et te noyer. Ces choses arrivent aux gens de notre âge. » J'ai crié, je me suis débattue, j'ai essayé de me libérer, mais ils étaient 2 hommes forts contre une femme de 67 ans. Norbert prit un sac de jute dans un coin de la cuisine, ceux que nous utilisions pour stocker le blé, et le passa sur ma tête. « S'il vous plaît, » implorai-je, la voix étouffée par le tissu épais. « 40 ans de mariage, Aurélien. 40 ans. 40 ans à être ton employé, » répondit-il, attachant mes pieds. 40 ans à te voir, tout. Commandé, tout décidé, comme si j'étais un objet. Ils me portèrent hors de la maison, mon corps ballottant entre les deux.
L'odeur de la nuit pénétrait à travers le sac, mélangée à ma propre peur. J'entendais le bruit de leurs pas sur la terre battue, le chant des grillons, le murmure lointain de la rivière. « C'est un bon endroit ici, dit Norbert quand ils s'arrêtèrent. Courant fort, ça emportera loin. Antoinette, dit Aurélien, et pour la première fois depuis des années, il y avait une pointe de quelque chose qui ressemblait à de la douleur dans sa voix. Je suis désolé. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Si, il y en avait une, criai-je du fond de mon âme. Il y en a toujours eu une, mais il m'avait déjà jeté. La chute parut durer une éternité. Le vent froid de la nuit coupait même à travers le sac, et je sentis le moment exact où mon corps frappa l'eau. Le courant m'entraîna vers le fond, les cordes serrant mes poignets et mes chevilles, le sac de jute collant à mon visage. Mais là, au fond de cette rivière sombre, je me suis souvenu de mon grand-père, du vieux Joachim qui m'a appris à nager quand j'avais 8 ans. « Antoinette, ma petite, disait-il, me tenant au bord de la mare. L'eau n'est pas l'ennemi de celui qui sait la respecter. Tu flottes, tu respires profondément et tu la laisses t'emmener au bon endroit. J'ai arrêté de lutter contre le courant. J'ai retenu ma respiration comme il me l'avait appris et j'ai commencé à travailler les nœuds des cordes. Mes mains étaient engourdies, mais mes doigts fonctionnaient encore. Aurélien avait attaché avec précipitation, avec colère, et les nœuds n'étaient pas solides. D'abord, la main droite s'est détachée, puis la gauche. Les pieds furent plus difficiles, mais je flottais déjà, la tête hors de l'eau, respirant à travers le tissu mouillé. Quand j'ai réussi à déchirer le sac et à voir la pleine lune dans le ciel, j'ai su que j'étais rené. Là, dans les eaux glaciales de la Seine, Antoinette Dubois est morte noyée. Mais une nouvelle femme, avec le même nom et le même visage, était en train de naître. Le courant m'emmena loin de la maison, loin des 2 hommes qui pensèrent m'avoir tué. J'ai réussi à nager jusqu'à la rive opposée, où il y avait une petite plage de sable entre les pierres. Je suis sorti de l'eau en tremblant de froid et de rage. Une rage comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Ils avaient essayé de me tuer. Mon propre mari, avec qui j'ai partagé mon lit pendant 4 décennies, avait essayé de me noyer comme si j'étais un animal malade. J'ai trouvé une maison abandonnée de pêcheurs plus loin sur la rive. Toit percé, murs écaillés, mais il y avait 4 murs et un toit. Je suis entré à l'intérieur et me suis effondré sur le sol en terre battue, pleurant comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de mon père. J'ai passé 3 jours dans cette maison, mangeant des pommes du pommier qui poussaient dans la cour, buvant l'eau de la rivière. Je n'avais pas le courage de rentrer à la maison. Je n'avais pas le courage d'affronter Aurélien et Norbert. Pas encore. C'est au matin du 4e jour que la famille Leclerc m'a trouvé. Sébastien, sa femme Juliette, et leurs 3 jeunes enfants. Ils étaient devenus pêchés et m'ont trouvé évanoui sur la véranda de la maison abandonnée. « Sainte Vierge !» cria Juliette quand elle me vit. « Sébastien, viens voir, il y a une femme ici. » Ils m'ont emmené chez eux, dans une communauté riveraine à une dizaine de kilomètres en aval. Des gens simples, des travailleurs, qui vivèrent de la pêche et d'un petit potager. « Qu'est-ce qui vous est arrivé, madame ?» demanda Juliette, me donnant un bouillon de poule chaud. « Mon mari a essayé de me tuer, dis-je, et c'était la première fois que je disais ça à voix haute. » Sébastien et Juliette échangèrent un regard, mais ne posèrent pas d'autres questions. Les gens simples comme ça savent quand ils ne doivent pas se mêler de certaines histoires. C'est là, chez les Leclerc, que j'ai passé les 2 semaines suivantes à me remettre. Et c'est là que j'ai découvert qu'Aurélien et Norbert avaient déclaré ma mort par noyade à la police et vendaient déjà mon bétail. « Votre mari est venu ici hier », me raconta Sébastien un après-midi. « Il a dit que vous vous étiez noyé et qu'il cherchait le corps. » Je sentis mon sang bouillir. Il n'avait pas perdu de temps. À peine avais-je disparu de la scène qu'il se partageait déjà mon héritage. « Sébastien, dis-je, serrant fermement sa main. J'ai besoin d'une faveur, une très grande faveur. Parlez, Madame Antoinette. J'ai besoin de rester morte pendant un certain temps. J'ai besoin qu'ils croient qu'ils ont réussi à me tuer. » Il me regarda avec ses yeux profonds de celui qui a déjà vu beaucoup de mauvaises choses dans la vie. « Vous voulez vous venger.
Je veux récupérer ce qui est à moi, et je veux qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. » Sébastien acquiesça, lentement. « Il y a une petite pièce au fond de la maison. Vous pouvez y rester aussi longtemps que nécessaire. » Et c'est ainsi qu'Antoinette Dubois mourut officiellement noyée dans la Seine une nuit de décembre, tandis que la véritable Antoinette commençait à planifier sa résurrection. Les premiers mois passés dans la petite pièce au fond de la maison des Leclerc furent les plus difficiles de ma vie. Je me réveillais la nuit en entendant le bruit de la rivière et en me souvenant de cette nuit terrible, des mains d'Aurélien m'attachant, de sa voix froide disant que j'étais un boulet. Mes jambes tremblaient, rien qu'à l'idée que mon propre mari m'avait jetée dans cette eau sombre en voulant me voir morte. Juliette remarquait quand j'étais comme ça. Elle entrait dans la petite pièce avec une tasse de café chaud et restait assise avec moi, sans rien dire, juste pour me tenir compagnie. C'était une femme de 45 ans, mince, avec des mains calleuses, à force de travailler. Mais elle avait un cœur grand comme le monde. « Madame Antoinette, » disait-elle doucement, « vous n'avez pas besoin de porter cette douleur toute seule. » Mais comment pouvais-je expliquer? Comment pouvais-je raconter que pendant 40 ans, j'ai partagé mon lit? Avec un homme qui, au fond, m'a toujours vu comme un obstacle, qui a planifié ma mort la même nuit où j'ai hérité des terres de mon père. Sébastien me trouva quelques petits boulots pour que je ne pense pas à des bêtises. J'aidais Juliette au potager, je m'occupais des poules, je vendais des œufs, au marché du village le samedi. C'était un travail simple, mais ça m'occupait l'esprit. Et petit à petit, les gens de la communauté ont commencé à m'accepter comme Antoinette des Leclerc, une parente éloignée qui était venue vivre avec eux. C'est lors d'une de ces allées au marché que j'ai commencé à entendre les commérages sur ma propre mort. Madame Clémentine, une dame qui vendait du fromage sur le stand à côté du mien, adorait raconter les nouveautés. « Vous avez entendu parler de la femme d'Aurélien Dubois ?» demanda-t-elle un matin de mars, arrangeant les fromages sur sa table en bois. Mon cœur s'emballa, mais je gardai un visage impassible, faisant semblant de ne pas connaître le nom. « Quelle femme ? Antoinette. Elle est morte noyée dans la rivière, la pauvre. On dit qu'elle a glissé au bord de l'eau une nuit et que le courant l'a emportée. On n'a même pas encore retrouvé le corps. »« Quelle tristesse, » répondis-je, la voix plus rauque que je ne le voulais. « C'est ça. Mais écoutez, entre nous, j'ai toujours pensé que ce mariage ne valait rien. Aurélien n'a jamais bien traité sa femme. Maintenant, il est là, héritier de tout ce qui était à elle. » Je sentis une rage monter dans ma poitrine, comme de la lave d'un volcan. Héritier comment? Eh bien, ils étaient mariés depuis 40 ans, communauté de biens. Avec sa mort, tout lui est revenu. La ferme, le bétail, les terres. On dit que ça vaut plus de 3 millions. Je passais le reste de la matinée à penser à ça. Aurélien n'avait pas perdu de temps. À peine étais-je morte qu'il se faisait déjà passer pour un veuf éploré, l'héritier légitime de tout ce que mon père m'avait laissé. C'est à cette époque que j'ai commencé à faire de petites enquêtes. Lors de mes allées en ville, pour acheter des provisions pour les Leclerc, je dissimulais mon apparence avec un foulard sur la tête et des lunettes de soleil que Juliette m'avait prêtées. Je passais près de mon ancienne maison, j'observais de loin l'activité à la ferme. Ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. Aurélien n'était pas seul. Il y avait une nouvelle femme qui habitait là, bien plus jeune que moi. Blonde, mince, portant les vêtements qui étaient autrefois les miens, assise sur la véranda où je passais mes après-midi à tricoter. Elle ne devait pas avoir plus de 35 ans, et à la façon dont elle s'accrochait au bras de mon mari, elle semblait très intime. « Qui est cette femme ?» demandai-je à Madame Clémentine le samedi suivant, essayant de paraître simplement curieuse. « Ah, Valérie, c'est la nouvelle d'Aurélien. Elle travaille à la banque où il est allé régler les papiers de l'héritage. Il paraît qu'ils se sont rencontrés là-bas et, enfin, vous savez comment c'est. Un homme veuf avec de l'argent ne reste pas seul très longtemps. » Valérie. Le nom résonnait dans ma tête toute la journée, pendant que je me remettais de la tentative d'assassinat. Vivant caché dans une pièce empruntée, mon mari était déjà en couple avec une autre femme dans ma propre maison. « Depuis combien de temps sont-ils ensemble ?» demandai-je, essayant de garder une voix désinvolte. « Environ 3 semaines. Elle a apporté ses valises et tout. Elle est jolie, la demoiselle, je ne peux pas me plaindre. Mais c'est bizarre, non ?
Sa femme est morte il y a 2 mois et il en a déjà une autre. On dirait qu'il n'est même pas en deuil. 2 semaines plus tard, je vis quelque chose qui me donna envie de crier de rage en plein milieu du marché. Aurélien et Valérie arrivèrent, dans un pick-up flambant neuf, rouge, avec ses gros pneus et ses phares à LED. Elle descendit du siège passager en riant fort, portant une robe fleurie qui coûtait plus que le revenu mensuel des Leclerc. « Regardez ça !» chuchota Madame Clémentine, en train de dépenser l'héritage de la pauvre Antoinette. Ils étaient heureux, souriants. Aurélien lui tenait la main comme s'il était un jeune homme amoureux, et Valérie le regardait avec ses yeux brillants de celle qui vient de gagner à la loterie. Pendant ce temps, je vendais des œufs pour 2 € la douzaine pour gagner quelques pièces et ne pas être un poids total pour la famille qui m'avait accueilli. Cette nuit-là, allongé dans ma petite pièce, regardant le toit de tuiles qui fuyait quand il pleuvait fort, je pris une décision. J'allais tout découvrir sur Valérie, tout sur leur plan, et j'allais trouver un moyen de récupérer ce qui était à moi. C'est là que j'ai rencontré Joseph. Il est apparu au marché un matin d'avril, un homme grand, les cheveux complètement blancs, des lunettes à monture, dorées, portant une chemise habillée même par la chaleur de Rouen. Il s'arrêta devant mon stand et resta à regarder les œufs comme si c'était des œuvres d'art. « Bonjour, madame », dit-il, avec une voix polie que je n'avais pas entendue. « Depuis des mois, ces œufs sont de votre élevage ?»« Oui, monsieur. Frais, ramassés hier après-midi. »« Je peux en prendre une douzaine, et peut-être, pouvons-nous discuter un peu ?» Il y avait quelque chose dans sa façon d'être qui me laissait curieuse. Il ne ressemblait pas à un client ordinaire du marché. Il acheta les œufs, paya correctement, mais resta là, comme s'il attendait quelque chose. « Vous êtes d'ici, dans la région ?» demandai-je. « Oui, retraité depuis 5 ans. J'étais avocat ici à Rouen, Joseph Lemaire. » Avocat. Le mot résonna, dans ma tête comme une cloche. « Avocat ?» répétai-je, essayant de ne pas montrer trop d'intérêt. J'ai travaillé 35 ans dans le droit de la famille, les héritages, ces choses-là. Maintenant, je pêche, je m'occupe du potager, et je viens au marché tous les samedis pour acheter des œufs de la meilleure qualité de la région. Il sourit, et je réalisais que ce n'était pas que du baratin. Joseph était vraiment intéressé par la conversation. « Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas ? Je ne me souviens pas de vous avoir vu avant. »« Je suis, assez nouvelle, oui. Je vis avec la famille Leclerc depuis quelques mois. »« Ah, Sébastien, je le connais bien. Des gens bien. Et vous venez d'où ?» C'est là que j'ai senti ce petit frisson dans le ventre. Est-ce que je pouvais lui faire confiance ? Était-ce le moment de commencer à raconter mon histoire à quelqu'un qui pourrait peut-être m'aider ? C'est une histoire compliquée, monsieur le maire. Les meilleures histoires le sont toujours, répondit-il, ajustant ses lunettes. Auriez-vous le temps pour un café là-bas à la boulangerie ? À mes frais, bien sûr. Je regardais autour de moi. Le marché était calme, Madame Clémentine pouvait jeter un coup d'œil à mon stand. Et quelque chose en moi criait que cet homme pouvait être la clé de tout ce que je planifiais. J'accepte volontiers, monsieur le maire. La boulangerie était au coin de la place principale. Nous nous sommes assis à une table au fond, loin des autres clients. Joseph commanda 2 cafés au lait et une assiette de madeleine. J'étais nerveuse, mes mains tremblaient un peu en tenant la tasse. « Alors, madame ?»« Antoinette, » répondis-je avant de réfléchir. « Madame Antoinette, racontez-moi votre histoire compliquée. » Et pour la première fois depuis des mois, je me suis confiée. J'ai tout raconté. L'héritage de mon père, la nuit terrible dans la Seine, la tentative d'assassinat, les jours cachés dans la maison abandonnée, comment les Leclerc m'avaient accueilli. J'ai parlé d'Aurélien avec Valérie, du pick-up flambant neuf, de comment il dépensait mon argent pendant que je vendais des œufs pour survivre. Joseph m'écouta en silence, se contentant d'acquiescer de temps en temps, les yeux attentifs derrière ses lunettes. Quand j'eus fini, il resta silencieux pendant quelques minutes, touillant le sucre dans son café. « Madame Antoinette, dit-il finalement, avez-vous conscience de ce que vous me racontez ? Oui, que mon mari a essayé de me tuer et qu'il vole. Mon héritage. Pas seulement ça, vous êtes vivante. Officiellement morte, mais vivante. Ça change tout. Comment ça ?
Joseph se pencha en avant, baissant la voix. Si vous n'êtes pas réellement morte, tout ce transfert de biens est frauduleux. Aurélien n'a droit à rien. Et plus encore, il peut être poursuivi pour tentative d'homicide, faux en écriture, détournement de fonds. Je sentis mon cœur s'emballer. Vous voulez dire que je peux récupérer tout ce qui est à moi? Oui, mais il faudra des preuves, et il faudra apparaître au bon moment, avec toutes les cartes en main. Et vous m'aideriez? Joseph sourit, et pour la première fois depuis des mois, je sentis une petite étincelle d'espoir grandir dans ma poitrine. Madame Antoinette, en 35 ans de carrière, je n'ai jamais vu une affaire aussi intéressante que la vôtre. Bien sûr que je vais vous aider. C'est ainsi que commença mon partenariat avec Joseph Lemaire. Il rendait visite au Leclerc tous les dimanches, officiellement pour acheter des œufs et des légumes. En réalité, il venait pour que nous planifions chaque étape de ma résurrection. Mais ce que je ne savais pas, c'est que les surprises ne faisaient que commencer. La semaine suivante, Madame Clémentine arriva au marché avec une nouvelle qui changea tout. « Antoinette » m'appela-t-elle, animée. « Vous n'allez pas croire ce que j'ai appris. »« Qu'est-ce qu'il y a, Madame Clémentine ?»« Valérie, la nouvelle, d'Aurélien. Elle attend un enfant !» Le monde tourna autour de moi. Je sentis mes jambes flancher, je dus me tenir à la table du stand pour ne pas tomber. Valérie enceinte, avec un enfant de mon mari, de l'homme qui a essayé de me noyer pour empocher mon héritage. « Vous en êtes sûre ?» demandai-je, la voix presque inaudible. Sûre à 100%, elle l'a elle-même raconté à sa commère qui l'a raconté à ma voisine. Elle en est à 3 mois déjà. Il va être père à nouveau à 68 ans, Aurélien. 3 mois. Elle est tombée enceinte peu après ma mort. Pendant que je luttais pour survivre, pour me cacher, pour me remettre du traumatisme, il faisait des enfants dans mon lit, dans ma maison, avec mon argent. Cet après-midi-là, quand Joseph arriva pour notre conversation dominicale, j'étais différente. La tristesse s'était transformée en rage, une rage froide, calculée. « Monsieur le maire » dis-je dès qu'il s'assit sur la véranda des Leclerc. « Changement de plan. Je ne veux pas seulement récupérer mon héritage. Je veux qu'ils paient pour tout ce qu'ils m'ont fait. » Joseph commença à me rendre visite 3 fois par semaine. Officiellement, il aidait les Leclerc avec des papiers de leur terre, mais en réalité, nous montions mon plan de résurrection. Il apporta un dossier rempli de documents, certificats, lois, jurisprudence. Tout ce que j'avais besoin de savoir pour récupérer ce qui était à moi. « Madame Antoinette, » expliqua-t-il un après-midi chaud de mai, « nous devons d'abord rassembler des preuves, photos, documents, témoignages. Ensuite, nous choisirons le bon moment pour que vous apparaissiez. » Et quel serait ce bon moment? Quand ils seront les plus vulnérables, quand ils penseront qu'ils sont trop en sécurité. Nous avons commencé notre enquête secrète. J'ai complètement changé mon apparence. J'ai coupé mes cheveux très courts, je les ai teints en châtain foncé. J'ai commencé à porter des lunettes de vue que Joseph m'a procurées. Je ressemblais à quelqu'un d'autre. Je pouvais me promener en ville sans que personne ne me reconnaisse. C'est ainsi que j'ai découvert où Valérie travaillait. À la Banque de France, avenue de la République, au service spécial pour les célibataires, client à haut revenu. C'est là qu'elle a rencontré Aurélien lorsqu'il est venu s'occuper des papiers de mon héritage. Un mardi matin, je suis entrée dans la banque en faisant semblant de vouloir ouvrir un compte. Je me suis assise en face d'elle, j'ai observé chaque détail. Valérie était vraiment belle, il fallait l'admettre. Cheveux blonds, ongles faits, dents blanches. Elle portait une bague en or au doigt, mon alliance, que j'ai reconnue immédiatement. « Que puis-je faire pour vous ?» demanda-t-elle avec un sourire professionnel. « Je voudrais me renseigner sur les placements », répondis-je, changeant ma voix pour un ton plus grave. « J'ai une somme considérable à investir. » Ses yeux brillèrent. « Ah, c'est formidable. Combien avez-vous de disponible ?»« Environ 3 millions. Héritage de famille. » Valérie se redressa sur sa chaise. « Oh, c'est merveilleux. Je peux vous proposer plusieurs options. » Je passai 1 heure à l'écouter parler de placements, de SICAV, de PL. Mais ce qui attira le plus mon attention, c'est quand elle commença à parler de sa vie personnelle.
Vous savez, je viens de me marier avec un fermier, dit-elle, touchant ma bague à son doigt. Un homme travailleur, veuf, avec une très belle propriété, nous attendons notre premier enfant. Premier enfant, comme si je n'avais jamais existé, comme si mes 40 ans de mariage avec Aurélien n'étaient rien. Tant mieux pour vous, réussis-je à dire en souriant. Et il est d'ici, de Rouen? Oui, Aurélien Dubois. Vous connaissez? Non, mais le nom me dit quelque chose. Il a hérité d'une grande ferme de sa femme décédée. La pauvre, elle s'est noyée dans la Seine. C'est bien triste. La pauvre, elle m'a traité de pauvre pendant qu'elle portait mon alliance et attendait un enfant de mon mari. Je suis sortie de la banque encore plus en colère, mais aussi avec des informations précieuses. Valérie n'était pas seulement une opportuniste, elle était calculatrice. Elle savait exactement ce qu'elle faisait en se liant à Aurélien. Cette même semaine, j'ai découvert quelque chose d'encore pire. Joseph avait demandé à une de ses connaissances d'enquêter sur la situation financière de la ferme. Le résultat me laissa sous le choc. « Madame Antoinette, dit-il, ouvrant un dossier sur la table de la cuisine des Leclerc. Ils ont déjà vendu la moitié du bétail. Comment ça? 150 têtes vendues le mois dernier. L'argent a été déposé sur un compte joint qu'Aurélien a ouvert avec Valérie. Je sentis mon sang bouillir. Ils vendent mon bétail. Et ce n'est pas tout, il y a plus. Joseph sortit d'autres papiers du dossier. Votre beau-frère Norbert est également impliqué. Aurélien lui a donné une partie de l'argent de la vente du bétail et il l'a utilisé pour ouvrir un bar. En ville, Norbert a ouvert un bar? Un bar à hôtesse. Musique forte, boissons bon marché, ses femmes. Il s'appelle Chez Norbert. Il est toujours plein de gens ivres et de bruit. Le tableau devenait clair. Les deux hommes qui ont essayé de me tuer vivaient la grande vie avec l'argent qu'ils m'avaient volé. Aurélien avec sa nouvelle femme et son bébé à venir. Norbert avec son bar à la mode. Il y a encore une chose, continua Joseph en baissant la voix. Il prévoit de vendre la ferme. Mon cœur s'arrêta. Vendre ma ferme? J'ai trouvé l'annonce dans le journal des propriétés rurales. Ferme d'élevage, 50 hectares, maison de maître, étang, pâturage formé, motif de la vente, propriétaire déménageant en ville. Les larmes coulèrent sur mon visage sans que je puisse les contrôler. C'était la ferme de mon père, de mon grand-père. La terre où je suis né, où j'ai grandi, où je pensais mourir de vieillesse. Et ils voulaient bas la vendre comme si c'était un objet quelconque. Ils n'y arriveront pas, dis-je en essuyant mes yeux avec le bas de mon chemisier. Je ne les laisserai pas faire. Calmez-vous, Madame Antoinette. Vous n'avez pas encore entendu le meilleur. Quel meilleur? Joseph sourit, sortant un autre papier du dossier. Pour vendre la ferme, il faut la signature de tous les héritiers. Légaux. Et comme vous êtes officiellement morte, Aurélien a besoin d'un acte de décès enregistré chez un notaire. Et il l'a? Non. Jusqu'à présent, il n'a fait qu'enregistrer la disparition auprès de la police. Pour obtenir l'acte de décès, il doit prouver que vous êtes réellement morte. Et comme ils n'ont pas retrouvé le corps, je commençais à comprendre où il voulait en venir. Il ne peut pas vendre la ferme. Exactement. C'est pour ça qu'ils vendent le bétail petit à petit, pour ne pas éveiller les soupçons. Mais la terre en elle-même, ils ne peuvent pas y toucher sans l'acte de décès. C'était ma première victoire, même petite. Ils pouvaient dépenser mon argent et voler mon bétail, mais la ferme, le plus important de tout, était encore hors de leur portée. 2 semaines plus tard, je décidai de rendre visite à chez Norbert. Je voulais voir de mes propres yeux comment mon beau-frère dépensait l'argent qu'il m'avait volé. Le bar était situé dans une rue animée du centre de Rouen, avec une enseigne colorée, clignotant, chez Norbert, bière fraîche et ambiance familiale. Ambiance familiale, mon œil. Quand je suis arrivé, à 8 heures du soir, un samedi, le son était assourdissant et il y avait des gens ivres éparpillés sur le trottoir. Je suis entré en portant mon déguisement. Foulard sur la tête, lunettes de soleil, un chemisier ample qui cachait ma silhouette. Je me suis assise à une table dans un coin, j'ai commandé une bière que je n'allais même pas boire, et je suis restée à observer. Norbert était derrière le comptoir, gros et transpirant, servant les clients avec ce sourire faux que je connaissais bien.
Il portait une chemise hawaïenne colorée et une grosse chaîne en or autour du cou. Il ressemblait à un roi dans son château. « Encore une tournée pour les amis !» cria-t-il en levant une bouteille d'eau-de-vie. « C'est la maison qui offre !» Les clients applaudirent, et j'entendis l'un d'eux demander « Alors, Norbert, comment t'as fait pour ouvrir ce bar, hein? T'as gagné au loto ?» Norbert éclata de rire. « Ah, mon ami, c'est un héritage inattendu. Ma belle-sœur est morte. Noyée, et elle nous a laissé un bon pactole. »« Chanceux ! Chanceux, rien du tout. J'ai toujours su qu'un jour j'allais réussir dans la vie. Je suis resté là à l'écouter se vanter, mentant sur la façon dont il avait obtenu l'argent, se vantant comme s'il était un chef d'entreprise prospère. Quand je n'en pouvais plus, je me suis levé et je suis parti. Sur le chemin du retour, chez les Leclerc, j'ai commencé à ressentir une douleur étrange dans la poitrine. Ce n'était pas seulement de la rage, c'était une tristesse profonde, un sentiment que tout ce que j'avais construit dans la vie avait été détruit par des personnes qui devaient m'aimer. 40 ans de mariage, 40 ans à prendre soin d'Aurélien, à laver ses vêtements, à préparer son repas, à partager mon lit avec lui. Et à la fin, je n'étais qu'un obstacle entre lui et l'argent de l'héritage. Quand je suis arrivée à la maison, Juliette remarqua que j'étais bouleversée. « Madame Antoinette, vous allez bien ? » ?»« Oui, ma fille, juste fatiguée. » Mais elle ne me crut pas. Elle prépara une tisane de verveine et s'assit avec moi sur la véranda. « Vous savez ce que je pense ?» dit-elle en observant les étoiles dans le ciel. « Je pense que vous êtes une femme très forte, plus forte que vous ne l'imaginez. » « Pourquoi vous dites ça, Juliette ? » « Parce que n'importe qui à votre place aurait déjà abandonné, ou aurait fait une bêtise. Mais vous, non. Vous planifiez, vous réfléchissez, vous attendez le bon moment. » Elle avait raison. Même si ça faisait mal, même si la rage me consumait, je n'allais pas faire de bêtises. J'allais attendre le bon moment pour revenir d'entre les morts et montrer à Aurélien et Norbert qu'ils s'étaient attaqués à la mauvaise femme. « Juliette, » dis-je en tenant sa main, « vous savez que je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi, n'est-ce pas ? » « On a fait ce qu'on devait faire, Madame Antoinette, ce que n'importe quelle personne bien ferait. Mais toutes les personnes bien ne feraient pas ce qu'elles ont fait. Ils m'ont accueilli sans poser de questions, m'ont donné un toit et de la nourriture, m'ont traité comme une famille. Les Leclerc m'ont sauvé de 2 façons, d'abord de la rivière, ensuite de la folie. Le lundi suivant, Joseph arriva avec d'autres nouvelles. Et cette fois, c'était quelque chose qui changeait complètement nos plans. « Madame Antoinette, » dit-il en s'asseyant à la table de la cuisine avec cette tête de quelqu'un qui a une nouvelle importante. « Il faut vous asseoir pour entendre ça. Parlez, monsieur le maire, qu'est-ce qui s'est passé ? Votre fils est de retour à Rouen. » Je sentis le monde tourner. Mon fils Claude, qui habitait à Lyon depuis 10 ans, qui me rendait rarement visite, qui n'appelait jamais. « Claude, qu'est-ce qu'il fait ici ? » « Il est venu chercher l'héritage. »« Comment ça ?» Joseph ouvrit un nouveau dossier, rempli de documents juridiques. Il a intenté une action en justice contestant le partage des biens. Il allègue qu'en tant que fils légitime, il a droit à une partie de l'héritage, même si vous êtes morte. Mon cœur se serra. Claude aussi voulait une part du gâteau. Mon propre fils, qui n'était même pas présent à mes funérailles, parce que je n'ai même pas eu de funérailles, apparaissait maintenant intéressé par l'héritage. Et plus encore, continua Joseph, il se bat directement avec Aurélien. Et Norbert, il dit qu'il dilapide le patrimoine, qu'il vende le bétail sans autorisation judiciaire. Vous voulez dire que Claude est de mon côté ? Pas exactement de votre côté, Madame Antoinette. Il est du côté de l'argent, mais ça peut être une bonne chose pour nous. Comment ça ? Pendant qu'ils se battent entre eux, ils sont distraits, et une bataille judiciaire peut révéler beaucoup de choses intéressantes sur la façon dont ils ont obtenu cet héritage. C'était vrai. Si Claude enquêtait sur la situation financière de la ferme, il pouvait découvrir des irrégularités qui nous aideraient quand je reviendrais d'entre les morts. Mais ça faisait aussi mal de savoir que mon fils, tout comme mon mari et mon beau-frère, n'étaient intéressés que par l'argent. Personne n'était en deuil pour moi. Personne ne me manquait. Tout le monde voulait juste savoir comment ils allaient partager ce que j'avais laissé derrière moi. « Monsieur le maire » dis-je, en sentant une nouvelle détermination grandir dans ma poitrine. « Je crois qu'il est temps de commencer la prochaine phase du plan.
La prochaine phase de notre plan commença par une découverte qui me laissa sans voix. Joseph avait demandé à un détective privé d'enquêter sur la querelle judiciaire de Claude, et ce que nous avons découvert était dévastateur. « Madame Antoinette, dit-il un matin de juin, la voix plus sérieuse que je ne l'avais jamais entendue. Asseyez-vous, ce que je vais vous raconter va vous faire mal. » Mon cœur s'emballa avant même qu'il ne parle. « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « C'est à propos de votre sœur Colette. » Colette, ma sœur cadette, de 2 ans, ma Benjamine, ma meilleure amie depuis l'enfance, la seule personne au monde en qui je faisais confiance les yeux fermés. « Qu'est-ce qu'elle a, Colette ?» Joseph respira profondément, sortant des photos du dossier. Elle savait, Madame Antoinette, depuis le début. Savait quoi ? Le plan d'Aurélien et de Norbert pour vous tuer. Le monde s'écroula sur ma tête. J'eus l'impression que quelqu'un venait de me donner un coup de poing dans l'estomac. Ce n'est pas possible. Malheureusement si, le détective a réussi à prendre ces photos d'elle entrant et sortant de la maison de Norbert à plusieurs reprises dans les semaines précédant votre mort. Je regardais les photos avec les mains tremblantes. C'était bien Colette, ma sœur de cœur, entrant dans la maison de Norbert en cachette, regardant toujours autour d'elle comme si elle avait peur d'être vue. Il y a plus, continua Joseph, sortant des papiers du dossier. Elle a reçu 50 000 € sur un compte qu'elle a ouvert 3 jours après votre mort. 50 000 €? Ça part de l'accord. Aurélien a payé pour qu'elle se taise et qu'elle aide à falsifier les documents de la mort. Je commençais à pleurer. Je ne pouvais pas m'arrêter. 45 ans d'amitié avec ma sœur, et elle me trahit pour de l'argent. Elle savait qu'Aurélien allait essayer de me tuer et elle ne m'a pas prévenue. Pire, elle les a aidés. Comment elle les a aidés ? Demandai-je entre 2 sanglots. Colette a travaillé pendant des années. À la mairie, au service de l'état civil. Elle connaît tout le monde là-bas. Elle a aidé à accélérer la procédure de déclaration de décès pour disparition. Ma propre sœur, Juliette, qui écoutait depuis la porte de la cuisine, vint me prendre dans ses bras. « Madame Antoinette, il y a des gens qui ne valent pas le sol sur lequel ils marchent, même dans la famille. » Je passais les jours suivants dans un état de choc. C'était une chose d'être trahi par son mari. Les mariages finissent, les gens changent. Mais être trahi par sa propre sœur, par la personne que j'aimais comme une fille, dont je me suis occupée quand notre mère est morte, que j'ai aidé à élever ses enfants. « Pourquoi elle a fait ça, monsieur le maire ?» demandai-je un après-midi, encore avec les yeux gonflés d'avoir tant pleuré. « L'argent, Madame Antoinette. 50 000 €, c'est beaucoup d'argent pour quelqu'un qui gagne un SMIC de retraite. Mais elle aurait pu me prévenir, elle aurait pu me protéger. Elle aurait pu, mais elle a choisi l'argent. C'est à partir de ce moment que quelque chose a changé en moi. La tristesse s'est transformée en rage. La rage s'est transformée en soif de justice. Il ne s'agissait plus seulement de récupérer mon héritage, il s'agissait de montrer à chacun d'eux qu'il s'était attaqué. À la mauvaise femme. « Monsieur le maire, dis-je en essuyant mes dernières larmes, je veux qu'il paie pour tout, tous. Tous, Aurélien, Norbert, Colette. Et si Claude n'est intéressé que par l'argent, lui aussi. » Joseph acquiesça. « Alors, nous allons accélérer notre plan. » Dans les semaines suivantes, nous avons intensifié notre enquête. Nous avons découvert que Norbert avait des problèmes avec son bar. Il avait commencé à parier sur des combats de coqs à l'arrière de l'établissement, et il perdait de l'argent comme c'est pas permis. Il doit plus de 100 000 € à des usuriers dangereux, me raconta Joseph. Et la seule garantie qu'il a donnée, c'est le bar. Vous voulez dire qu'il peut tout perdre ? Il peut. Et s'il perd le bar, il ira voir Aurélien pour lui demander plus d'argent de l'héritage. C'était notre opportunité. Pendant qu'ils se disputaient pour de l'argent, nous pouvions utiliser cette confusion à notre avantage. C'est alors qu'il s'est passé quelque chose qui a tout changé. Un matin d'août, Madame Clémentine arriva au marché avec une nouvelle explosive. « Antoinette !» cria-t-elle de loin. « Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. »« Qu'est-ce qu'il y a, Madame Clémentine ? Valérie a perdu le bébé. » Je sentis mon cœur se serrer. Même si j'étais en colère contre elle, perdre un enfant est quelque chose de terrible pour n'importe quelle femme. Comment ça, elle a perdu ? Une fausse couche. Elle était à 6 mois.
On dit qu'il y a eu beaucoup de sang, beaucoup de souffrance. On l'a emmenée en courant à l'hôpital. Et comment elle va maintenant? Mal, très mal, pas seulement physiquement, mais psychologiquement aussi. Elle est déprimée, elle ne sort plus de chez elle, elle ne parle à personne. Je restais à penser à ça toute la journée. Valérie avait perdu l'enfant qu'elle attendait d'Aurélien. L'enfant qui serait le symbole de leur nouvelle vie, construite sur ma mort. Quand Joseph arriva le dimanche, je lui racontai la perte de Valérie. « Ça peut être une bonne chose pour nous, dit-il. Comment ça? Les gens en crise prennent des décisions précipitées. Ils font des choses qu'ils ne feraient pas en situation normale. » Il avait raison. La semaine suivante, nous avons appris que Valérie avait démissionné de la banque et passait ses journées enfermée chez elle, à prendre des médicaments pour la dépression. Et Aurélien? Aurélien était en train de boire. « Je n'ai jamais vu un homme aussi enfoncé dans la bibine, » raconta Madame Clémentine. « Il sort tôt le matin pour aller au bar de Norbert et ne revient qu'au petit matin, titubant. » La situation devenait chaotique. Norbert devant de l'argent à des usuriers, Valérie déprimée, Aurélien se noyant dans l'alcool, Claude se battant en justice pour une part de l'héritage. « Monsieur le maire, dis-je un après-midi, je crois que notre heure est venue. »« Vous? En êtes sûr? » ?»« Oui, ils sont faibles, désespérés. C'est maintenant ou jamais. » Nous avons alors commencé à préparer ma résurrection officielle. Joseph a rassemblé tous les documents nécessaires. Mon acte de naissance, ma carte d'identité, mon relevé d'identité bancaire, des preuves que j'étais vivante. Il a également préparé les plaintes pénales contre Aurélien et Norbert pour tentative d'homicide. « Comment voulez-vous faire ça ?» demanda-t-il. « Vous voulez apparaître d'abord au commissariat ou aller directement chez eux ?» Je réfléchis un instant. 40 ans de mariage, 2 ans à faire semblant d'être morte, toute la douleur que j'ai traversée. Je méritais un moment dramatique. « Je veux aller chez eux d'abord. Je veux voir leur tête quand ils me verront vivante. » « Et quand ? » Le 15 octobre, exactement 2 ans après qu'ils m'ont jetée dans la rivière. Joseph sourit. « Parfait. Je serai à vos côtés. » Il restait 3 semaines avant le grand jour. 3 semaines pour que je me prépare mentalement à affronter les personnes qui avaient essayé de me tuer. Mais alors, il s'est passé quelque chose que je n'attendais pas. Un jeudi matin, Sébastien arriva en courant à la maison. « Madame Antoinette, il y a une femme là-bas, au marché, qui demande après une femme qui s'appelle Antoinette, qui a disparu il y a 2 ans. » Mon sang se glaça. « Comment ça ? » Une femme d'environ 65 ans, les cheveux courts, elle a dit qu'elle est la sœur d'une Antoinette qui est morte noyée. Elle demande si quelqu'un a vu une femme qui ressemble à ça par ici. Colette. Ma sœur était en train de me chercher. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Qu'elle se méfie que sa sœur n'est pas morte, que quelque chose ne colle pas dans l'histoire, et que si elle est vivante, elle a besoin de lui parler en urgence. Je sentis mon cœur s'emballer. Colette se méfiait. Après 2 ans, elle commençait à douter de sa propre histoire qu'elle avait aidé à créer. « Monsieur Sébastien, » dis-je en tenant fermement son bras. « Si quelqu'un vient demander, je n'existe pas. Il n'a jamais existé personne qui s'appelle Antoinette ici. »« Bien sûr, Madame Antoinette, vous pouvez compter sur moi. » Mais je savais que ce n'était qu'une question de temps. Si Colette était en train d'enquêter, c'est parce que quelque chose s'était passé. Et si elle me trouvait avant le moment? En venue, elle pouvait gâcher tout mon plan. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Je suis restée à la fenêtre de la petite pièce, regardant la pleine lune dans le ciel, pensant à tout ce qui s'était passé ces 2 dernières années. Demain, je découvrirai pourquoi Colette était en train de me chercher. Et en fonction de ce qu'elle voulait, peut-être que je devrais accélérer encore plus mes plans de résurrection. Parce qu'après 2 ans morte, j'étais plus vivante que jamais. Et prête à montrer à tous ces gens qu'Antoinette Dubois n'était pas une femme qu'on pouvait détruire facilement. Le lendemain matin, j'ai découvert pourquoi Colette était en train de me chercher. La nouvelle est arrivée par Madame Clémentine, qui, comme toujours, savait tout ce qui se passait dans la ville. « Antoinette, » dit-elle en s'approchant de mon stand avec les yeux écarquillés, « vous n'allez pas croire ce que j'ai appris à propos de toute cette histoire d'héritage d'Aurélien. Qu'est-ce qu'il y a encore? La banque a bloqué tous. Leurs comptes, tous.
Le compte d'Aurélien, le compte joint avec Valérie, même le compte que Norbert utilisait pour le bar. Je sentis mon cœur s'emballer. Bloqué pourquoi? Une dénonciation anonyme. Quelqu'un a appelé la banque en disant qu'Antoinette Dubois n'était pas vraiment morte, que tout était une mise en scène pour voler l'héritage. La pièce du puzzle se mit en place dans mon esprit. Colette. Elle ne me cherchait pas pour me livrer. Elle me cherchait parce qu'elle avait des remords et qu'elle a décidé de me protéger. Et il y a pire, continua Madame Clémentine en baissant la voix. Les usuriers sont allés voir Norbert hier soir. Ils ont cassé quelques tables du bar et ils ont dit que s'il ne paie pas d'ici vendredi, ils vont le casser lui aussi. C'était parfait. Tout était en train de s'effondrer exactement comme je l'avais planifié, mais plus vite que je ne l'espérais. Cet après-midi-là, quand Joseph arriva pour notre conversation hebdomadaire, j'avais déjà pris une décision. « Monsieur, le maire, on ne va pas attendre jusqu'au 15. On y va aujourd'hui. »« Aujourd'hui? Vous êtes sûr? » ?»« Oui. Ils sont désespérés, sans argent, en train de se disputer entre eux. C'est le moment parfait. » Joseph rangea les documents dans le dossier. « Et comment voulez-vous faire? On va chez eux d'abord. Je veux voir la tête d'Aurélien quand il me verra vivante. Après, on ira au commissariat pour enregistrer les plaintes. » À 5 heures de l'après-midi, je suis sortie de la maison des Leclerc pour la dernière fois. Juliette me serra dans ses bras en pleurant. Sébastien me serra la main avec force. Les enfants me saluèrent depuis la fenêtre. Ils avaient été ma famille quand je n'avais plus personne. « Madame Antoinette, » dit Juliette en tenant mes mains. « Vous allez bien vous en sortir? »« Oui, ma fille. Et vous aussi. Je vais prendre soin de vous pour toujours. » Joseph m'attendait dans sa voiture, une vieille Civic argentée mais bien entretenue. J'ai mis la robe fleurie que je portais le jour de ma mort, la même que Juliette avait lavée et gardée ces 2 dernières années. Le trajet jusqu'à mon ancienne maison dura seulement 20 minutes, mais ça parut une éternité. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma poitrine, dans ma gorge, même dans mes oreilles. Quand nous sommes arrivés au portail de la ferme, j'ai vu que tout était mal entretenu. Le pâturage plein de mauvaises herbes, la bergerie vide, la clôture de fil de fer tombée à plusieurs endroits. Ils avaient détruit en 2 ans ce que mon père et mon grand-père avaient construit en des décennies. « Prête ?» demanda Joseph, en se garant devant la maison. « Prête. » Je suis descendue de la voiture lentement, j'ai ajusté ma robe, j'ai respiré profondément. La maison avait la peinture écaillée. Le jardin que j'entretenais avec tant d'amour était devenu une friche. Sur la véranda, 2 chaises en plastique vieilles et sales remplaçaient les chaises en bois que mon grand-père avait faites. Je marchais jusqu'à la porte d'entrée, ma porte, de ma maison, et je frappais 3 fois. J'entendis des pas traînants de l'autre côté. La porte s'ouvrit et Aurélien apparut. Il était méconnaissable. Mince, barbe mal faite, cheveux en bataille, sentant l'eau-de-vie même s'il était 5 heures de l'après-midi. Quand il me vit debout là, portant la même robe que la nuit où il a essayé de me tuer, Aurélien devint blanc comme un linge. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Ses mains commencèrent à trembler. « Bonjour Aurélien, » dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'espérais. « Tu m'as manqué ? » Antoinette ?» balbutia-t-il en s'appuyant sur le montant de la porte. « Tu es vivante ? » ?»« Je suis vivante. Déçue ?» Il regarda Joseph, qui était à mes côtés avec le dossier de documents. Puis il me regarda à nouveau, comme s'il voyait un fantôme. « Mais comment ? Vous vous êtes noyé ? Je vous ai vu vous noyer. »« Tu m'as vu me jeter dans la rivière, Aurélien, ce qui est bien différent. » C'est alors que Valérie apparut derrière lui. Elle était maigre, pâle, avec des cernes profonds et les cheveux en bataille. Quand elle me vit, elle poussa un cri et se cacha derrière son mari. « C'est elle !» cria-t-elle, hystérique. « C'est la femme morte !»« Je ne suis pas morte, ma chère, » répondis-je en entrant dans la maison sans demander la permission. J'attendais juste le bon moment pour revenir. Le salon était un bazar. Des bouteilles de bière vides éparpillées sur le sol, un cendrier plein de mégots, des vêtements sales jetés sur le canapé. Le canapé où j'avais l'habitude de m'asseoir pour regarder la télévision, où je recevais les visites, où je tricotais les vêtements des petits-enfants que je n'ai jamais connus. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Aurélien, tremblant, encore. « Je veux récupérer ma maison, ma ferme.
mon bétail, ma vie. Mais vous étiez morte. Je ne l'étais pas, Aurélien. Vous avez essayé de me tuer, mais vous n'avez pas réussi. Joseph s'approcha, sortant des papiers du dossier. Monsieur Aurélien, Monsieur Norbert, vous êtes formellement accusé de tentative d'homicide qualifié, de détournement de fonds, de falsification de documents et de fraude. C'est alors que Norbert apparut à la porte de derrière. Il était pire que son frère, œil au beurre noir, lèvres coupées, boitant de la jambe gauche. « Antoinette » dit-il, la voix rauque. « Tu es vivante ?»« Je le suis, Norbert. Et d'après ce que je vois, tu as eu quelques problèmes. » « Les usuriers, ils m'ont tabassé hier. Ils veulent l'argent que je leur dois. »« Quel argent vous leur devez ?»« 100 000 €. J'ai tout perdu dans les combats de coq. » Je regardais les trois. Là devant moi, Aurélien alcoolique et désespéré, Valérie traumatisée par la perte de son enfant, Norbert battu et devant de l'argent à des criminels. Ils avaient détruit leur propre vie en essayant de détruire la mienne. « Vous savez ce qui me fait le plus mal ?» dis-je en m'asseyant dans mon vieux fauteuil. « Ce n'est même pas l'argent que vous avez volé, c'est de savoir que 40 ans de mariage n'ont rien valu, que vous avez été capable d'essayer de me tuer de sang-froid. » Aurélien s'effondra sur le canapé, couvrant son visage avec ses mains. « Je suis désolée, Antoinette, je suis désolée. Vous l'êtes vraiment? Ou vous l'êtes seulement parce que vous avez découvert que je suis vivante ?» C'est alors que la sonnette retentit. Joseph alla ouvrir et revint avec Colette. Ma sœur était pâle, nerveuse, les mains tremblant quand elle me vit. « Antoinette, » murmura-t-elle. « Ma sœur. »« Bonjour, Colette. C'est toi qui as fait la dénonciation anonyme à la banque. » Elle acquiesça, commençant à pleurer. « Je n'en pouvais plus, Antoinette. Je ne dormais pas la nuit, je ne mangeais pas correctement. Le remords était en train de me tuer. » Des remords, pourquoi? Pour avoir reçu 50 000 € pour me trahir. J'avais besoin de l'argent. Ma retraite ne me suffisait à rien. Les médicaments pour la tension sont chers. Tu aurais pu me prévenir, Colette. Tu aurais pu me sauver. Je sais que j'ai mal agi. C'est pour ça que je les ai dénoncés à la banque. C'est pour ça que je suis là. Je regardais ma sœur pleurer, mon mari ivre, mon beau-frère battu, la maîtresse traumatisée, tous brisés, tous payant pour leur propre choix. « Joseph, dis-je en me levant de mon fauteuil, allons au commissariat. »« Attends !» cria Aurélien, en se levant en titubant. « Qu'est-ce qui va nous arriver? Vous allez répondre des crimes que vous avez commis, et je vais récupérer tout ce qui est à moi. Et si on rend tout, si on demande pardon? 40 ans, Aurélien. 40 ans de mariage. Tu crois que le pardon résout tout? Je suis sortie de la maison sans regarder en arrière. Joseph m'a accompagnée jusqu'à la voiture et nous sommes allés directement au commissariat. En 2 heures, nous avons enregistré tous les procès-verbaux, présenté les preuves, confirmé mon identité. Le lendemain matin, Aurélien et Norbert ont été arrêtés. Colette a également été inculpée comme complice. Valérie, qui n'avait fait que profiter de la situation mais n'avait pas participé au crime, a été libérée. En 2 semaines, j'avais récupéré tout mon héritage, la ferme, ce qui restait du bétail, les comptes bancaires. J'ai même reçu une indemnisation pour préjudice moral qui a doublé mon patrimoine. Claude est apparu en s'excusant, disant qu'il voulait seulement la justice. Mais je savais qu'il voulait surtout de l'argent. Je l'ai renvoyé à Lyon les mains vides. Aujourd'hui, 3 mois après ma résurrection, je vis seul dans ma ferme. J'ai rénové la maison, acheté de nouveaux animaux, embauché des ouvriers agricoles pour s'occuper de la propriété. La famille Leclerc a gagné une nouvelle maison que j'ai fait construire pour eux. C'était le minimum que je pouvais faire pour ceux qui m'ont sauvé. Aurélien a pris 8 ans de prison. Norbert, 6. Colette, 2 ans en régime de semi-liberté. Valérie est retournée chez sa mère et se soigne pour sa dépression. Parfois, assise sur la véranda les après-midi ensoleillés, je pense à tout ce que j'ai traversé. L'eau glaciale de la Seine, les jours cachés dans la maison abandonnée, les 2 ans à faire semblant d'être morte. Ce fut la période la plus difficile de ma vie, mais c'est aussi là que j'ai découvert que j'étais plus forte que je ne l'imaginais. J'ai appris que parfois,
il faut mourir un peu pour renaître complètement. Que la famille n'est pas seulement le sang, c'est ceux qui restent à vos côtés quand tout s'écroule, et qu'il ne sert à rien d'essayer de détruire une femme qui a déjà traversé toutes les tempêtes de la vie. Parce qu'à la fin, la justice arrive toujours. Parfois, elle tarde, parfois, elle fait mal, mais elle arrive toujours. Et quand elle arrive, elle est douce comme du miel. Antoinette Dubois est morte noyée une nuit de décembre. Mais l'Antoinette qui est revenue d'entre les morts est une nouvelle femme, plus forte, plus sage, et surtout libre de vivre la vie qu'elle choisit. Et j'ai choisi de vivre en paix, entourée de mes animaux, de ma terre et de ma dignité, qui, en fin de compte, sont les seules choses qui comptent vraiment.